Je suis heureuse de pouvoir être devant vous, devant une variété de formations qui, à mon avis, touchent toutes à ces questions de mondialisation, globalisation, ces questions de culture, de patrimoine, de patrimonialisation. Et je pense que, enfin j'espère en tous les cas que mes recherches pourront peut-être faire écho aux cours que vous avez déjà dans vos formations. En tous les cas, je ne vais pas parler directement de tourisme, mais en tous les cas, ça touche forcément le sujet sur lequel je travaille, ces questions de vignobles en Bordelais, des touristes qui vont forcément influer sur la manière dont se trouve représenté ce territoire que peut-être vous avez déjà eu l'occasion d'aller visiter, puisque en fait, comme vous le verrez sur l'image suivante. Donc vous voyez, on se situe entre Saint-Émilion et Bergerac. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous voyez, c'est sur le dessin, là, la carte que vous avez le 3 qui s'appelle Bergeracois. Et puis vous avez le 4 qui s'appelle Bordelais. Et en fait, le territoire sur lequel je travaille n'est pas dessus, n'est pas représenté, n'est pas identifié. Il serait entre le 3 et le 4. Vous voyez cette petite excroissance rouge qui va dans le orange, là, dans le Bergeracois. Eh bien, c'est en fait sur cette zone que j'ai travaillé. Alors, hop, je vais vous la montrer de manière un peu plus précise. Vous voyez, c'est cette partie Dordogne, vert Dordogne, là, dans le rond. Et en fait, ça s'appelle le pays Foyen, qui donc est une excroissance dans la Dordogne, tout simplement parce que le député de cette partie de la Gironde, qui devait aller défendre Sainte-Foy-la-Grande comme étant un chef-lieu, qui devait être Sainte-Foy en Agenais, ne s'est pas levé, n'est pas allé, en tous les cas à Paris, défendre son territoire. Et donc, ce territoire a été rattaché à la Gironde de manière un petit peu, comme bon an, mal an, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour la question viticole qui nous intéresse, c'est que si ça a pu être mal vécu par les habitants de ce pays, de Sainte-Foy-la-Grande, de ne pas avoir eu leur centralité, parce qu'ils pensaient devenir un chef-lieu qui allait jusqu'à Agen, eh bien, finalement, quand les appellations se sont mises en place, eh bien, finalement, ils se sont retrouvés dans l'appellation Bordeaux, Bordeaux supérieur, et ça leur a permis d'avoir une économie relativement prospère, jusqu'à aujourd'hui où les questions se posent un petit peu différemment. Donc, j'espère que je vous ai bien situé le territoire, vous voyez d'où je parle, puisque en tant qu'anthropologue, vous savez, on gratte le sol, on se mouille la chemise, on se retrousse les manches, et en fait, c'est là, c'est dans cet endroit-là, tout petit, finalement, que je passe du temps depuis pas mal d'années maintenant. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Vous voyez où on est ? Ok, alors je continue. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que les communautés viticoles ont été scrutées localement dans leur transformation, et notamment par Robert Rulin, qui est un anthropologue américain, qui a travaillé sur le Bergeracois d'ailleurs, dans les années 90, qui assez rapidement ont tenu compte des transformations. Je renvoie aussi aux travaux de Marion de Mossier, qui est française, mais basée à Southampton, qui a travaillé sur les phénomènes de globalisation. Donc véritablement, ces questions de globalisation, de changement, ont été largement évoquées. Ce qui l'est moins, c'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est les questions de migration. C'est-à-dire travailler sur l'immigration en milieu viticole. Je vous avoue qu'au départ, quand j'ai commencé à travailler là-dessus il y a 20 ans, les maîtres de chez, œnologues, propriétaires, ils me regardaient avec des grands yeux. Les quoi ? L'immigration ? Mais qu'est-ce que vous allez en dire en fait ? Et donc, on voit bien que de 20 ans après, c'est pas toujours très simple, parce que je crois que je suis une des seules à travailler sur ces questions encore aujourd'hui, et qu'il a fallu finalement que je sois invitée au Mexique pour justement travailler avec des collègues comme Marta Judith Sanchez et Francisco Torres, qui pensent qu'effectivement, sur les territoires viticoles aussi d'Amérique latine, il est intéressant de se pencher sur les questions migratoires qui permettent de comprendre avec beaucoup de finesse finalement la transformation des mondes viticoles, comme dirait Marcel Mauss, comme un fait social total, comme un phénomène qui a des effets sur tous les aspects de la vie sociale. De plus, examiner finalement de concert migration et globalisation
sur les scènes viticoles de la vieille Europe, puisqu'on peut considérer que le Bordelais fait partie de la vieille Europe, eh bien, permet de rompre définitivement avec une vision figée de ce produit qui est le vin, qui reste quand même dans les imaginaires et dans nos imaginaires de Français comme un produit historique, comme finalement un produit qui a toujours existé, qui est constitutif de notre idée, de notre francité, je dirais, et qui est aussi finalement fonderait sa qualité sur cet enracinement historique dans notre histoire. Dans cette fabrique finalement de la qualité, on voit comment les vins français se sont, je dirais, ancrés dans leur histoire. Et dans cette concurrence, comme le soulignent toujours mes collègues mexicains et espagnols, là, on voit qu'au sein de la nouvelle culture, je dirais, du vin présente aujourd'hui, c'est plus seulement la boisson qui est mise en avant, mais aussi, et ça vous avez certainement dû le voir en cours, la question des paysages, la question de la gastronomie, le no-tourisme, et je rajouterai aujourd'hui le bio, pas la bio, mais le bio, qui finalement, au-delà de l'histoire et au-delà de l'ancrage historique, sont devenus des gages de manifestation de la qualité ou en tous les cas de la particularité d'un territoire. De sorte finalement qu'on s'aperçoit aujourd'hui, quand on regarde ces territoires par la lorgnette de la globalisation, que le Bordelais ne détient plus du tout le monopole de la fabrique du bon vin, entre guillemets, mais qu'il a su finalement intégrer localement et nationalement la globalisation dans la construction de sa bonne réputation, comme le dirait mon collègue bordelais Pierre-Marie Chauvin. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce territoire dont je vous parle est établi par un paysage fortement empreint de vignes et de christianisme. Alors là, on ne les voit pas, mais il y a dans la région dans laquelle je travaille, beaucoup de protestants qui ont mis leur tombe à l'intérieur de leur propriété, pas par distinction de notabilité, mais parce qu'ils étaient exclus des cimetières catholiques. Et donc, c'est devenu, on voit bien comment l'histoire est intéressante à interroger, puisqu'en fait, c'est devenu un signe distinctif d'appartenance au monde du vin et au monde viticole. Et donc, vous voyez bien qu'il y a des tombes protestantes, des temples, des clochers, qui finalement ne donnent à voir qu'une certaine, je dirais, culture présente sur ces territoires. Et donc, je voulais insister sur le fait tout de suite, puisque vous avez compris que je parle de migration, que finalement, dans ces territoires, on cache les mosquées, il n'y a pas de minaret, on ne montre pas non plus les cités HLM qui pourtant jalonnent ces territoires pour loger les ouvriers agricoles, qu'ils soient immigrés ou pas. Et donc, on voit bien comment dans le récit, je dirais, touristique qui est fait de ces territoires, on met l'accent plutôt sur le côté, je dirais, vallon, paysage, vignes, clochers, etc., comme une France paysanne immortelle, quoi. Et donc, je me suis posé la question, mais quelle place, finalement, dans ce territoire du Bordelais qui pense incarner une certaine forme de francité historique, qui n'a pas perdu le fil de la nécessité de fabriquer de la qualité avec de l'œnotourisme, comme je vous l'ai dit, avec des paysages qui sont léchés de façon à pouvoir correspondre notamment pour Saint-Émilion aux critères de la sélection d'être dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les paysages sont classés, donc il y a toute une des règles qui sont appliquées. Et donc je me suis demandé, dans ce paysage très léché, très cadré, avec certains marqueurs, je dirais certains labels, eh bien, quelle place pour les personnes venues du Maghreb ? Et ainsi, je me pose la question, qu'en est-il des ouvriers agricoles venus du Maghreb et de leurs enfants ? Quelle place occupent-ils dans le processus de fabrique de la vini-viticulture en Bordelais ? Et finalement, ces questions nécessitent d'élargir la focale et oblige à désenclaver les questions de migration de celles des questions d'intégration des migrants et d'ancrer l'analyse dans une anthropologie de l'alimentation et de l'agriculture.
Souvent, en France, vous le savez peut-être moins, mais quand on travaille sur les questions de migration, je dirais le canevas par lequel passent les enquêtes, et d'un point de vue conceptuel, c'est souvent, ça a été jusqu'aux années 80-90, au prisme de l'intégration, sont-ils intégrés, ne sont-ils pas intégrés? Et donc, en fait, le fait de travailler sur l'agriculture et l'alimentation permet de désenclaver ces questions-là, et notamment d'intégrer dans le processus le produit, le vin, comme étant lui aussi un aliment qui circule, mais aussi d'intégrer dans l'enquête le Maroc, dans lequel j'ai été faire du terrain aussi, pour avoir une vision beaucoup plus globale en fait, de la place de ces ouvriers agricoles marocains dans le système économique et symbolique du Bordelais. Vous me suivez toujours? Ok, parfait. Et donc, en fait... voilà, donc vous avez compris, ma question elle est celle-là, quelle place occupent ces gens dans ce territoire qui est fortement, je dirais, balisé par des marqueurs très blancs, je dirais, chrétiens, je dirais, patrimoniaux, etc., etc. Et donc, je voulais quand même vous rappeler que c'était, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est une recherche de très longue durée, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur ce terrain. Et donc, on voit bien que c'est une ethnographie minutieuse de longue durée dans cette région française qui m'a permis de dévoiler l'impensé migratoire qui structure pourtant, je dirais, l'économie viticole de ce territoire. C'est-à-dire il y a un impensé, ce n'est pas pensé par personne, cette question migratoire, à part ces derniers temps, vous allez comprendre pourquoi. Mais je ne vais pas tout dévoiler, je vais vous laisser un peu de suspense quand même. Et donc, vous voyez bien que ça fonctionne de manière très forte dans les impensés locaux, la question migratoire. Et en fait, cette prise en compte d'achat de propriété, de transportation de main-d'œuvre temporaire, de compétition entre les différents territoires. Donc là, vous voyez, j'associe migration et globalisation. Compétition entre les territoires de l'Espagne aujourd'hui, d'Argentine, d'Afrique du Sud, etc., qui rentrent en concurrence avec ce territoire du Bordelais. Le fait aussi que se retrouvent sur ces territoires des travailleurs qui viennent du Maghreb, mais aussi des maîtres de chais qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Australie. Je veux dire, la migration, les migrations dans ces territoires n'est pas seulement celle de la main-d'œuvre, je dirais, qui travaille le sol et les plantes, mais elle est aussi celle de savoir-faire plus techniques qui viennent d'autres parties du monde, qui n'est pas seulement finalement le Maghreb. Donc en fait, tout ça, ça m'a permis, ce lien entre migration et globalisation et local, en quelque sorte, de dévoiler les dessous du cartes de la fabrique de l'authenticité et de la permanence du côté de ce qu'on appelle en vocabulaire sociologique les majoritaires sociologiques. Les majoritaires sociologiques, c'est ceux en sociologie qu'on appelle ceux qui sont en capacité de définir leur propre identité, de définir l'identité des autres, qui d'un point de vue hiérarchique, en quelque sorte, sont des dominants, qui peuvent décider symboliquement de qui est classé en dessous, au-dessus, etc. Donc vous voyez bien que j'ai fait du terrain donc de manière multisituée en France, au Maroc, en Grande-Bretagne. Là, j'ai commencé à travailler sur les territoires, sur les Chinois, donc j'aimerais bien aller en Chine quand le zéro Covid sera terminé. Pour l'instant, je n'ai pas envie de rester coincée là-bas. Et j'ai travaillé aussi, donc, vous voyez bien, dans les mondes viticoles, dans les vignes, dans les chais, dans les cérémonies des confréries. J'ai travaillé dans les espaces publics, mais j'ai aussi travaillé dans les boucheries halal, dans les restaurants marocains. J'ai aussi fait l'histoire des mosquées de ces territoires. Donc, vous voyez, j'ai vraiment pris le temps de comprendre par le menu ces territoires, je dirais, cosmopolites finalement, des territoires cosmopolites qui ne le savent pas, où je dirais que c'est des pays viticoles de migration qui s'ignorent en quelque sorte, pour reprendre l'expression de Dominique Schnapper. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le terme de gastropolitique m'a aidé à comprendre aussi d'un point de vue théorique ces territoires, puisqu'en fait la gastropolitique bordelaise finalement invisibilise les travailleurs manuels, quels qu'ils soient,
alors qu'ils soient marocains ou qu'ils soient, je dirais, installés depuis plus longtemps dans la région, hein, français. Souvent, d'ailleurs, ce qu'on appelle les Marocains ou les Arabes sont devenus français. Donc, la question de la catégorisation, l'usage des mots est aussi très important là-dedans pour savoir de quoi on parle. Alors, je fais avec beaucoup de précaution l'usage de ces mots-là. Et donc, je voulais juste dire que le terme de gastropolitique m'a permis de mettre en évidence comment la cuisine et le vin ont depuis longtemps été des enjeux de distinction pour les élites bordelaises, dans lequel les travailleurs manuels, finalement, occupent la place la plus basse dans la hiérarchie locale. Et donc, je suis le sociologue péruvien Raúl Mata, qui, en fait, a travaillé sur la notion de gastropolitique à propos des chefs péruviens à Lima, et qui montre comment il dit, en fait, la gastropolitique, c'est l'affichage des relations sociales et de pouvoir autour de la nourriture et de la cuisine qui impliquent conjointement ou séparément les marchés, les instances politiques et les identités culturelles, sociales, ethniques et de genre. Et en fait, je pense que ces questions d'ethnicité, de racisme, de genre, etc., sont quasiment absentes des recherches sur ce monde viticole, enfin sur ces mondes viticoles, là c'est pareil, il faut le mettre au pluriel. Et donc, je voulais montrer aussi que les établis, ça c'est une expression du sociologue Norbert Elias, les établis, donc les vignerons, les élus, les patrons, etc., finalement, tout en faisant de la mobilité internationale une valeur distinctive pour eux-mêmes, notamment beaucoup de ces patrons et de ces œnologues vont avoir des expériences en Chine, vont avoir des expériences en Afrique du Sud, au Chili, etc. Donc cette mobilité qui est donc valorisée, elle finalement ne l'est pas, elle est considérée comme menaçante lorsqu'il s'agit des ouvriers agricoles qui viennent du Maghreb. Et notamment, j'ai travaillé sur ces territoires, sur la circulation d'une rumeur de la mosquée, de l'installation d'une mosquée salafiste, entre guillemets, dans ces territoires. Donc vous voyez, la question de la gastropolitique, c'est toujours pour resituer au cœur de ces questions culturelles, patrimoniales, la dimension politique. En fait, je fais une anthropologie politique de ces territoires en associant, en thématisant, je dirais, le champ des migrations internationales, celui de l'anthropologie de l'alimentation et aussi de l'agriculture. Et puis évidemment, de tout ce qui est patrimonialisation et un petit peu plus ces derniers temps sur les questions de tourisme. Donc en fait, tout ça, ça nécessite maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous montre en quoi et quelle place, parce que c'était la question que j'ai posée, quelle place occupent ces ouvriers venus du Maghreb, tunisiens, algériens, marocains, dans la fabrique de ces territoires viticoles. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, la venue des ouvriers agricoles du Maghreb est inscrite dans la modernisation des mondes viticoles d'après-guerre, de colonisation et de décolonisation. Donc vous voyez, l'histoire est aussi nécessaire quand on travaille sur un territoire, de savoir finalement dans quel contexte on se situe. Et en fait, un de mes interlocuteurs que j'ai interviewé cet été, qui s'appelle Louis, qui a 93 ans, qui est un vigneron, en fait, un viticulteur de la région sur laquelle j'ai travaillé, il me dit, après la guerre, on avait des fruitiers, un peu de vignes, des vaches, du blé, des poules, un cochon, puis après-guerre, il fallait moderniser. On a commencé par planter de la vigne, puis on s'est agrandi encore, et encore, et encore, et on a été aidé par la Chambre d'agriculture pour finalement transformer nos propriétés en propriétés viticoles. Donc en fait, sans s'étendre sur l'histoire de l'agriculture européenne des années 50, déjà bien connue et bien documentée, en fait, on peut dire que le monde du vin est largement lié en fait, au déploiement de l'agriculture française après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc le territoire sur lequel j'ai travaillé était un territoire de polyculture et donc un territoire plutôt d'autosubsistance où le vin avait une petite place. Il y avait un vin qui s'appelait le Petit Sauterne du Libournais, un petit blanc liquoreux et en fait qui était produit plutôt, on l'utilisait au goûter en mangeant un gâteau. Quand quelqu'un passait, c'est pas du café qu'on offrait, mais on offrait ce petit blanc, ce Petit Sauterne du Libournais. Et donc on voit comment les mondes du vin du Bordeaux s'imbriquent
dans cette transformation de l'agriculture française. Pour souvenir, après la Deuxième Guerre mondiale, l'agriculture française était au plus bas, au point que les États-Unis voulaient faire de la France un protectorat américain. Et en fait, on voit comment le général de Gaulle a tout fait pour essayer de retrouver une autonomie alimentaire. Et donc, on voit les chambres d'agriculture qui investissent ces territoires pour en faire des lieux de production du vin, pour finalement redresser l'économie française. Alors, le deuxième point qui est important, c'est que les mondes du vin du Bordelais s'imbriquent dans l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, et dans l'histoire immédiate donc de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on voit bien comment l'histoire de la région sur laquelle je travaille s'est inscrite dans ce que Joseph Bolling a appelé la révolution sobre, et qui montre comment finalement, à ce moment-là, le monde viticole s'inscrit dans la modernisation, mais aussi un élément important dans la décolonisation de l'Algérie. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien entre la décolonisation de l'Algérie et le Bordelais, et le fait que les AOC se mettent en place à ce moment-là? Eh bien, tout simplement parce que le premier vignoble français avant les décolonisations, c'était l'Algérie. En fait, le vin était produit essentiellement en Algérie. Et donc là, avec l'indépendance de l'Algérie, les questions se posent différemment. Et donc, il faut que la France, en fait, finalement, retrouve sa place en termes de production, de quantité et de qualité dans cette nouvelle organisation économique. Et donc on voit que l'identité viticole française, après la Deuxième Guerre mondiale et après les décolonisations, se trouve prise finalement dans la crainte de l'américanisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et finalement, le vignoble bordelais essaye de se placer au plus haut finalement dans la compétition internationale pour finalement faire du vin de qualité et du vin, je dirais, en quantité. Alors, dans cette histoire-là, quelle est l'histoire, finalement, de l'immigration dans ce contexte? Alors, lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'achève, vous devez le savoir, les Espagnols, les Portugais continuent à s'installer en Nouvelle-Aquitaine pour ramasser, comme saisonniers, souvent pour fuir les régimes franquistes et salaristes. À la fin des années 60, les indépendances des anciennes colonies, vous l'avez compris, provoquent l'arrivée massive de rapatriés, les Pieds-Noirs et les Harkis, qui s'installent dans la région. Beaucoup se sont installés sur la région Toulouse, Montpellier, Bordeaux. Je pense que c'est des choses que vous connaissez. Alors, vous savez, les Pieds-Noirs, je suppose que vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Ou est-ce que c'est nécessaire que je définisse Vous savez ou vous ne savez pas? Vous savez, ok. Les Harkis aussi, je suppose. C'était pas clair là, j'ai pas compris. Vous savez ou vous savez pas? Oui, vous savez, ok. Donc en fait, vous voyez bien qu'après les indépendances, certains Européens, donc, puisque les Pieds-Noirs n'étaient pas forcément français, ils pouvaient être espagnols, italiens ou autres, et donc s'installent en France, et certains donc sont à la recherche d'hectares pour finalement se réinstaller avec leur famille. Et donc on voit aussi que à ce moment-là se mettent en place des contrats ONI et des contrats OMI. En fait, c'est l'Office national de l'immigration qui va finalement favoriser, avec des accords signés avec l'Algérie, l'arrivée de 10 Arabes qui vont trouver l'emploi dans les exploitations agricoles avec des besoins de main-d'œuvre qui restent très importants après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on voit bien que ces populations viennent travailler au moment du sulfatage, de l'épamprage, du relevage, des vendanges, de la mise en bouteille. Et en fait, ils vont aussi travailler dans l'élevage, dans la cueillette, dans les vergers et les usines de fruits. Et en fait, ce cumul de tâches fait que tous ces gens, Algériens, Marocains, Tunisiens, parce que finalement les Marocains et les Tunisiens vont emboîter le pas aux Algériens, vont remplacer petit à petit les ouvriers espagnols et les ouvriers portugais qui finalement vont retourner en Espagne à la fin du régime de Franco et de Salazar, ou alors qui vont opter d'autres métiers en ville, ou alors ils arrivent à l'âge de la retraite. Voyez ? Donc en fait, on a une migration européenne qui a occupé ces territoires, et peut-être ne le savez-vous pas, mais la France est le premier pays d'immigration en Europe dès le XVIIIe siècle. En fait, la France est un pays d'immigration. Elle reçoit énormément ses voisins, notamment dans l'agriculture et dans ses usines.
Et donc, en fait, les ouvriers agricoles tunisiens, algériens et marocains que j'ai rencontrés, donc moi sur le terrain, sont arrivés dans les années 70. La plupart viennent du Maroc. Et donc, comme vous pouvez le voir, les Marocains aujourd'hui sont le deuxième groupe de migrants en Dordogne, Lot-et-Garonne et Gironde, puisqu'en fait, le territoire sur lequel je travaille est à l'interface entre le Lot-et-Garonne, la Dordogne et la Gironde. Et en fait, le premier groupe de migrants dans cette région, c'est les Britanniques. Mais ça, vous devez le savoir aussi, je pense. Et donc, en fait, on se retrouve à partir des années 90 avec une migration, finalement, de membres de la famille de ces gens qui sont arrivés dans les années 70. Souvent, c'est aussi des stratégies. Ils arrivent avec un visa de tourisme de 3 mois et ils se marient avec une cousine d'origine marocaine mais française. Donc, on voit comment s'installe aussi une communauté, je dirais, de gens qui viennent de la région du Garbe, de Meknes, Sidi Slimane, Sidi Kassem, essentiellement, et qui donc vont venir, je dirais, renforcer les troupes de travailleurs dans cette région. Alors, je voulais juste faire un petit point, parce que je pense que ce n'est pas dans vos formations que vous connaissez cette dimension-là, mais en fait, on voit bien que ça a été créé en 1945, l'Office national des migrations, et qui en fait avait pour justement fonction d'introduire des travailleurs étrangers sur le sol français. En 88, ça a été rebaptisé l'Office des migrations internationales. Et puis, on voit bien aussi comment il y a une suspension de l'immigration de travail en 1974, puis une régularisation des travailleurs sous Mitterrand en 1981. Et depuis, en fait, des contrats qui sont organisés de saisonniers qui viennent travailler régulièrement dans le Médoc, dans la région de Saint-Émilion, de Sauternes et de Sainte-Foy-la-Grande pour venir au moment des temps forts en fait, de l'immigration. Et on voit bien comment les entreprises agricoles affichent une manque des ouvriers. À peu près sur l'entreprise agricole que je suis, ils sont à 200 ouvriers l'année et 1200 au moment des récoltes, etc. Donc vous voyez, ça continue. Hein, je veux dire, cette histoire-là, elle est toujours en route. La semaine dernière sont arrivées d'Oujda 80 personnes pour travailler dans les vignes et dans les vergers. Donc vous voyez, on est en plein cœur d'actualité avec cette recherche. Et donc, quoi dire de plus là-dessus finalement, qu'il n'y a pas que des ouvriers marocains, tunisiens, algériens qui jalonnent ces territoires. Ma collègue Bénédicte Michalon a travaillé aussi sur ce territoire. Elle a montré comment il y a eu l'arrivée de Polonais qui sont arrivés avec des contrats au Mali à un certain moment. Il y a eu des Russes, des Ukrainiens, des Roumains en ce moment, encore des Portugais. Et donc, en fait, on voit bien comment la législation française sur le travail agricole a subi d'importantes modifications ces dernières années, notamment sous le coup de l'élargissement européen, et puisque finalement les Polonais sont rentrés dans l'Europe, donc ne sont plus exactement sur la même législation. Donc, en fait, on voit toujours quand même que ces territoires sont à la recherche d'une main-d'œuvre bon marché. Et puis, on voit que pour les ouvriers agricoles maghrébins installés depuis les années 70, il y a eu à un moment donné des acquis sociaux qui se sont installés pour eux. Certains sont devenus français. Et donc, ils ont été considérés comme souvent trop chers par les patrons. Donc, ils se sont retrouvés concurrencés, finalement, par l'arrivée de ces Roumains, de ces Polonais, etc., ce qui n'a pas toujours été simple. Donc, on voit comment ces régions sont aussi prises par l'intérim et la sous-traitance internationale. Et notamment, vous avez peut-être entendu parler de ça pendant le Covid. Emmanuel Macron disait qu'il fallait ouvrir les frontières pour sauver l'agriculture française. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et en fait, ils ont fait venir en fait, d'Espagne, ils ont ouvert les frontières pour faire venir d'Espagne en fait, des travailleurs marocains, sénégalais, ou en tous les cas d'Africains de l'Ouest. Et ça a été toute une histoire avec notamment le procès Terra Fecundi. Donc en fait, on voit que ces questions de l'économie viticole, j'espère que vous saisissez bien l'enjeu, que cette économie viticole, ce fleuron de l'économie française, ce marqueur de l'identité nationale est, je dirais, traversé par des logiques de globalisation, des logiques de migration, des logiques de législation européenne en ce qui concerne l'immigration, qui croisent les questions de législation aussi du travail agricole. Donc on est vraiment dans des choses extrêmement dynamiques. Alors je voulais juste vous dire que je ne voudrais pas qu'on ait une vision monolithique
de ce territoire. Il n'y a pas que des migrants qui travaillent dans les vignes. Et comme le montre Aurélie Darpec dans son document qui s'appelle « La main-d'œuvre salariée en agriculture », elle montre comment les salariés agricoles, en particulier saisonniers, je la cite, « forment une population totalement méconnue et très hétérogène. Elle est composée à la fois de ruraux, fils d'exploitants, d'étrangers résidant en France ou introduits sous contrat omis, d'étudiants étrangers qui vont aussi travailler dans les vignes, et quelque chose dont on parle très rarement de familles gitanes, de femmes au foyer, d'ouvriers d'usine cherchant un complément de revenus, de demandeurs d'emploi, de travailleurs en insertion, d'agriculteurs pauvres, de retraités, de main-d'œuvre illégale. Et finalement, c'est très difficile de mesurer en pourcentage la part des uns et des autres. En tous les cas, vous voyez bien que c'est quelque chose d'assez complexe, que cette économie du travail agricole, qui est la face cachée. Je ne vous ai rien caché d'ailleurs, ça s'appelait comme ça. Hein. Mon titre, ça s'appelle « Le dessous des cartes des mondes viticoles bordelais ». Donc maintenant, je voudrais que j'ai dressé le tableau, faire mon travail d'anthropologue et aller sur la vie quotidienne des ouvriers et des ouvrières agricoles venus du Maghreb. Et donc, vous présenter ici Mustapha, qui est arrivé du Maroc en 73 et qui, en fait, me montre là, il se met en scène pour moi, pour me montrer comment il travaillait dans les vignes. Ça a été l'occasion, dans la revue Festin, une revue papier glacé qui parle du monde viticole à Bordeaux, je ne sais pas si vous la connaissez. On a pu, dans ce numéro qu'on avait, je dirais, organisé avec des collègues en géographie, dédier une part importante aux ouvriers agricoles marocains. Ce qui était pour moi une sorte de donner la voix aux acteurs faibles, en tous les cas à des gens dont on n'entend jamais parler. Et donc, je voulais vous montrer un petit documentaire de 10 minutes que j'ai réalisé avec un collègue totalement bénévolement, puisque je n'ai pas eu d'argent pour pouvoir travailler sur cette question. J'ai toujours travaillé bénévolement sur ce territoire, à part cette année, ces dernières années avec le projet européen. En tous les cas, on a réussi à faire un documentaire qui s'appelle « Les Invisibles des champs de vigne », qui donne la parole à ces ouvriers qui parlent de leur métier, et qui dévoile finalement ce monde-là. Et dessous, je vous ai mis, en avant-première, on est en train de faire une bande dessinée avec un collègue qui s'appelle Gaëtan Pasquale, qui est comédien et dessinateur. Et on va faire une BD justement, qu'on va proposer à Futuropolis, je pense, ou au Cri du Margouillat, c'est une revue à l'île de la Réunion qui publie les BD. Et où en fait on veut justement relater en bande dessinée toute cette histoire que je suis en train de vous raconter d'un point de vue scientifique et de la rendre accessible à tout un chacun, puisqu'en fait le but du jeu, vous avez bien compris, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes, c'est d'arriver à montrer l'intérêt de la recherche scientifique qui va dévoiler en quelque sorte les ressorts d'une économie sur lequel vous allez peut-être en tant qu'étudiant en tourisme devoir faire l'histoire. Par exemple à Bordeaux, des collègues ont fait l'histoire du port négrier de Bordeaux qui sort finalement des sentiers battus. Donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité, je dirais, des acteurs comme vous de montrer en quoi cette économie elle repose aussi sur une histoire complexe et faite de migrants. Donc vous voyez dans cette bande dessinée, on montre en quelques images l'importance que revêt pour Mustapha et Jamila le fait d'avoir travaillé dans ce monde viticole et comment ils se sentent de là, comment ils se sentent appartenir à ce territoire, comment ils estiment avoir un savoir-faire que personne d'autre qu'eux ne connaissent, et en même temps comment finalement cette dimension-là elle est occultée par l'image du vigneron et de son produit qui vont être mis en avant dans le marketing touristique notamment. Donc Jacinthe, je veux bien que tu viennes m'aider pour qu'on puisse regarder ce film, ce petit court sur les invisibles des champs de vigne, réalisé par Dragos Ouedraogo, qui est un documentariste burkinabé et qui travaille sur Bordeaux à, je dirais, valoriser les travailleurs immigrés dans la région.
Très bien. Quand j'étais devenu majeur, et j'ai rentré dans une société qu'on appelle la Sodia. Et j'étais comptable, j'ai fait la comptabilité, ouais. Et ça payait pas beaucoup, mais c'était mieux que la ferme. Voilà. Et finalement, quand le copain, le copain de l'école et de la jeunesse, quand on était rentré avant moi ici, il m'a dit là-bas ça paye mieux ici. Et c'est avec ça là que j'ai rentré ici en France. On n'était pas nombreux à l'époque. À l'époque, on était une quinzaine, je crois, dans le coin. Oh, c'est pas beaucoup en effet, Ouais. par rapport à aujourd'hui. Par rapport à aujourd'hui, oui, c'est vrai. Non, oui, là, C'est 100 fois moins. Le travail, il me fait pas peur. Et j'ai travaillé à Valcodor et là, ça m'a permis à avoir des contacts et tout ça. Et c'est là où j'ai compris que il faut avancer vers les gens parce que les gens, quand ils voient un étranger, ils ont peur. Et quand on avance et qu'on discute et tout ça, bon, ça coupe le rideau. Voilà. Et avant, je me souviens, là, j'ai les contrats de 8 mois. Et il reste 1 mois sur le contrat et je reçois l'autre au Maroc. Je passe que 2 semaines et je reviens avec l'autre contrat. Jusqu'à l'année où Mitterrand a pris le pouvoir. Il a régularisé tous les saisonniers. Après, on avait des cartes séjour de 3 ans, après de 10 ans. Et après, on a demandé la nationalité pour. C'était bon. Le plus important, c'était pour les enfants, pour l'école et tout ça là. Voilà. Et alors, vous avez travaillé combien d'années dans le vignoble? شحال من عام خدمتي كل شيء عند مسيو كوما 15 ans 14 عام 15 ans. Ouais. Et avant? Et avant aussi il a fait des parce que il n'avait pas encore ses papiers. Donc il a fait beaucoup انا خدمت de 14 عام ولا نقول له المرض ديالو هي اللي ما درت. Non mais 14 عام عند مسيو كوما مي قبل كنت كتخدم هنا قبل d'autres كنت جيت fermes. من مرساي خدمت من مرساي Montpellier. اللي بيها ici à Benjirac. Donc اللي بيها ici là. Pellegru. Oui. On travaille ديك الساعة ما كانوش عندي الوراق. Oui, il n'avait pas les papiers encore. Ah oui. Vous avez été sans papier. Ouais, mais oui, ça y est. C'est le vieux Jusqu'en 80. maintenant ça va, c'est des Mais vous étiez, ça veut dire quoi De 79 à 81, oui, donc Il vivait comme ça, il vivait clandestin. comme ça, donc clandestinement. Mais bon, à l'époque, il arrivait à travailler tout de même. Voilà, pendant 2 ans, il est resté de ferme en ferme. Puis il y avait une communauté maghrébine assez soudée. Où ça, alors à Marseille? Donc Marseille, Nîmes, bon, la majorité du temps, c'était bon, des enfants, des hommes célibataires, comme on les appelle. Les familles étaient au Maroc, ils étaient là pour travailler, donc ils louaient une maison, un appartement où ils vivaient tous ensemble. Ils travaillaient tous ensemble et ils se débrouillaient. Et donc ça veut dire que pendant toutes ces années, il n'a pas été déclaré? Il n'a pas été déclaré. Donc il n'a pas eu de cotisation pour la retraite, de sécurité sociale? Il y a 7 ou 8 les garçons, Ouais. c'est les 8 avec Oui, ils vivaient ensemble. en chambre. Là. 7 ou 8. Si tu n'as pas de les papiers, là, tu ne travailles pas. Ah oui, c'est Enfin, ils n'ont pris en compte que les 15 années de cotisation officielle. Bah oui. Donc, dû la petite retraite. Oui, c'est quoi votre retraite aujourd'hui si c'est pas La indiscret? retraite, c'est 480 et quelques euros. Il avait presque 700 euros parce qu'il avait une allocation de solidarité vieillesse, en plus qui aide la petite retraite. Donc maman, depuis un peu plus d'1 an, est à la retraite en tant que mère au foyer.
Et elle qui n'a jamais travaillé, elle touche 572 et quelques. Un peu plus que papa. Donc voilà, dû le changement de... Donc ça va mieux? Oui, ça va mieux à tous les deux. Bon, ils ont un minimum pour vivre et puis bon, il n'y a pas... Et vous aidez? Oui, on les aide. Vous aidez financièrement? Il le faut. Ah oui. Il y a خدمة كنتي كدير. نصبر. لا taille. Après, on tire le bois. Tirer les bois. Après, je le commence à le plier. Après, je le mets le bourgeon. Après, je le lève. Et puis c'est tout. Et vous n'allez pas au cuve? Vous n'alliez pas... Oui, je le rentré le cube, moi. Ouais, Moi, j'ai tout seul, moi, j'ai rentré l'équipe. c'est vrai. 3 l'équipe, je le sortais tous les matins. Ah. C'est pour ça, patron, c'est 3 l'équipe, je le sortais. Avec le moteur et la machine, tout ça, moi, j'ai rentré tout là-dedans. Et il a dit tout à l'heure, 5 minutes, 10 minutes, ça va, Kader? Tu me dis, oui, ça va. Il met les bottes, oui, il met les bottes, puis le soir, on travaille. Et vous allez nettoyer l'intérieur aussi? Oui, Des cuves? tout, l'équipe, c'est plein. Oui. C'est Comme dangereux ça. Je l'ai rentré jusqu'à partir. قالت لك كان واعر. Ouais. Oui, c'était... C'est dangereux parce qu'il y a les gaz qui peuvent... شكون مدري الرياح؟ D'où je me pose la question par rapport à sa maladie. C'est vrai qu'il y a eu plus les traitements de la vigne. Il n'y a pas que la cigarette. Hein, Oui, donc, ça paraît bizarre. Voilà. Oui. C'est vrai qu'avec le pneumologue, bon, on a relevé un petit peu le... Eh oui. Voilà, des faits. Mais... C'est... الرياح نديرها ليا Oui, malheureusement, la vigne, oui, elle est... Ouais. الرياح porte نديرها ليا beaucoup, فوق mais الشارع. au niveau travail, Oui. oui, avec Donc tous c'est les- toute une vie quoi. Oui. C'est toute une vie Donc, qui a été c'est toute donnée. Enfin bon, Voilà. quand il faut désherber, c'est des produits assez toxiques. Quand il rentre dans une cuve pleine et puis il faut nettoyer. Enfin, voilà. لا هو كان Pas que la cigarette. Ouais. كان هو مزيان معايا انا كنت اكثر مزيان Mais bon, معاه. il n'a pas de regret hein, de ce côté-là. Non, vous n'avez pas de regrets, c'était une belle vie quand même. Oui, oui. Il le dit souvent aux petits-enfants, il faut travailler, il faut... voilà, il faut pas... جيب لي امك C'est bon. Voilà. Vous êtes tout seul dans les vignes ou vous travaillez en équipe? Non, tous les deux. On avait 30 hectares. 30 hectares tous les deux. Tous les deux, on fait tout. Et donc sinon tu dis que tu as des problèmes du canal carpien? Oui, c'est des vignes aussi. Voilà. Alors j'ai travaillé pendant presque 11 ans et après petit à petit ça me fait mal. Je ne peux pas prendre des trucs lourds, je ne peux pas essorer les serpillères, je ne peux même passer un coup de balai et je ne peux rien faire. Alors c'est ça, tout ça, c'est à cause des vignes. Parce que tu faisais quoi exactement? Je fais tout. Je tâche, Parce que les gens savent pas. je tire les bois. Ouais, je tire le bois, je tâche les lattes, je pompe, je relève et je tâche les plantes. Tout ça, c'est tout ça. Tu manges des raisins. Je mange de temps en temps, je me prends quand il a raisé. Les murs, je prends quelques-unes. Et après, je fais le vendage s'il y en a, mais s'il n'y en a pas, voici. Maintenant, parce qu'avant, on fait le vendage à la main, maintenant, c'est la machine. Après, il n'y a plus de travail. Et oui, c'est ça, avec la mécanisation, vous avez perdu votre travail. Mais ça me manque, hein. Eh oui. Ah, ça me manque le travail, je te dis. C'était ce qui justifiait ta Ouais, vie. ça me manque. Quand on a- C'est comme un gamin quand on plante les vignes, Ouais. quand tu la tâches, tu le pampres, tout ça, tu prends soin d'elle comme tu prends soin d'un bébé. C'est vrai, c'est Tu la regardes grandir. Ah, grandir, voilà, tu la regardes grandir. Je suis contente quand je suis dedans, je le regarde grandir, ça fleurit, c'est joli. C'est très joli. Hein.
Je continue donc la présentation de mon travail. Et donc, les voici de nouveau. Et donc, je voulais, comment dire, voir avec vous maintenant la place qu'occupent ces gens et qu'est-ce qu'ils font finalement dans ce territoire. Comment ils le vivent, comment ils l'habitent. Donc vous avez compris que pour eux c'était important, comment dire, les vignes. Attendez, je me remets sur mon PowerPoint. Et donc vous voyez bien que la question finalement, derrière la question migratoire, ça m'a permis de finalement comprendre les rapports d'ethnicité entre majoritaires et minoritaires. Et je me suis demandé quel sens les vignerons, les élus, les professionnels, etc., finalement, les journalistes, les acteurs touristiques, les collectivités viticoles, les syndicats des vins, ils donnent, quel sens ils donnent à l'imposition de leur norme patrimoniale à l'ensemble de la population, dont ces ouvriers agricoles arabes. Mais alors je me suis aussi demandé, mais comment ces normes patrimoniales des vignerons, des élus, des journalistes, des acteurs touristiques, etc., ils sont réappropriés par les familles d'ouvriers agricoles dits arabes et de leurs enfants devenus adultes. Quelle place ils occupent dans cette fabrique de l'authenticité viticole? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin du film, on voit Kader qui va dans une épicerie. Et en fait, c'est l'épicerie de sa fille qui est installée à Duras. Vous voyez où ça se trouve, Duras ? C'est en Lot-et-Garonne, c'est à 20 km de Sainte-Foy-la-Grande. Vous avez compris qu'on était à l'interface de 3 départements. Et donc, Duras, c'est en Lot-et-Garonne. Et donc, une partie des ouvriers agricoles marocains, notamment, sont très présents aussi en Lot-et-Garonne. Et donc, je me suis demandé, dans les jeux de production de frontières ethniques, et d'ailleurs, c'est très intéressant pour vous qui travaillez sur les questions de patrimonialisation, de nos tourismes, etc., on voit bien que pour parler de la production de l'identité des majoritaires, donc des patrons, des élus, etc., on parle de patrimonialisation, dans le langage scientifique aussi, hein, mais par contre, quand on parle des migrants, on parle d'ethnicisation. Et donc, on voit bien que déjà, dans le vocabulaire, il y a une forme de séparation entre celui qui produit une différence culturelle qui est valorisable, qui est autorisée, et puis où on utilise un vocabulaire du patrimoine, qui est quelque chose qui est à le vent en poupe, je dirais, alors que pour parler de la différence culturelle des minorités, on va parler du terme d'ethnie, d'ethnicité, alors qu'on sait qu'en France, on a beaucoup de mal avec ces questions-là. Donc je pense, ce serait l'occasion de certainement de discussion avec vous après. Je voulais juste noter ça, qu'en termes de vocabulaire, pour vous qui travaillez sur ces questions-là, ça nécessite aussi, à mon avis, de faire un petit peu de pas de côté, de réfléchir sur ces questions. Et donc, finalement, dans ce jeu des frontières entre, je dirais, les majoritaires et les minoritaires, ça m'a interrogée. Je me suis dit, finalement, on voit que le modèle français, le modèle national français, culturel français de valorisation des patrimoines, il est profondément empreint de 2 expériences apparemment contradictoires, finalement les expériences républicaines et coloniales. Et en fait, on voit, tout en défendant un modèle français aracial, on a enlevé le terme race d'ailleurs de la Constitution française, et on voit comment on reste enfermé dans l'histoire coloniale, qui agit encore dans le vocabulaire qu'on utilise finalement dans la recherche, et même dans le vocabulaire courant, quoi. Alors je ne sais pas si vous avez vu sur les panneaux, par exemple, c'était marqué salle arabe, sur les panneaux. Je ne sais pas si vous avez réussi à le lire, mais je voulais aussi que vous ayez conscience du fait que dans cette région, la question du racisme, elle est très présente, elle va augmentant, et qu'on a aussi, vous le savez, une montée fulgurante du Rassemblement national un peu partout, comme dans les territoires ruraux en France, hein, alors que c'était des territoires plutôt radicales-socialistes protestants jusque-là. Et donc, en fait, on voit bien qu'à Saint-Émilion,
qui est à côté de Sainte-Foy-la-Grande, Saint-Émilion, qui n'a rien à voir en termes de valeur marchande et de valeur symbolique dans le monde du vin avec Sainte-Foy-la-Grande. Sainte-Foy-la-Grande qui aujourd'hui est devenue la banlieue de la banlieue, en quelque sorte, qui est dans la politique de la ville, qui est devenue un territoire de zone de sécurité prioritaire, etc. Et donc, on voit bien qu'à Saint-Émilion, l'histoire qui est racontée aux touristes, elle traduit finalement une histoire française, une histoire qu'on peut raconter à pratiquement tous les Européens, qui passe de la vigne antique à la chrétienté, pour finir avec la Révolution française, avec un modèle absolu de civilisation, et en fait où l'autre, dans ces récits touristique et patrimonial est complètement exclu de cette histoire. Et en fait, on voit bien comment le passé esclavagiste de Bordeaux est aussi complètement nié dans cette histoire-là, alors qu'on sait très bien que l'enrichissement des propriétés viticoles du Bordelais, c'est aussi largement basé sur le commerce triangulaire, c'est basé aussi sur le fait de la vente d'esclaves, mais aussi du vente de vin dans les colonies, et la plupart en fait des propriétés, si on regarde d'un point de vue généalogique, sont inscrites dans cette histoire. Mais ça, c'est des choses qui sont tues et qui méritent pourtant d'être, à mon avis, connues. Donc en fait, on voit bien dans cette recherche comment s'enchevêtrent des logiques économiques et symboliques des mondes viticoles, dans lesquels les ouvriers étrangers sont insérés tout en étant, vous l'avez vu, invisibilisés. Et donc, par exemple, la boucherie halal dans laquelle je suis dans le film, Shadia, qui le tient, a voulu déplacer sa boucherie dans le centre-ville de Sainte-Foy-la-Grande parce qu'elle voulait faire un drugstore avec beaucoup de produits, des ateliers cuisine, etc. Et en fait, la mairie a préempté, puisqu'en fait, sa boucherie se serait retrouvée face à l'église. Et en fait, ils ont préempté, elle a dû rester dans son local. Donc on voit bien qu'il y a des logiques, parce que pour les maires, en fait, le fait que cette boucherie soit trop présente cassait l'image d'une bastide chrétienne, viticole, française, etc. Et donc on voit bien qu'il y a des enjeux aussi dans l'occupation des territoires, dans la mise en scène, je dirais, de la ville, quoi, qui doit, pour les touristes, correspondre à une certaine image. On voit comment cette fréquentation, cette présence a été considérée comme gênante. Voilà. Donc, et finalement, j'ai intitulé ça « L'impensable patrimoine arabe » entre guillemets du Bordelais, puisqu'en fait, on voit bien que dans ces mondes ruraux, comme a pu le montrer mes collègues Jean-Pierre Corbeau ou Jean-Pierre Poulain, en fait, ou je dirais les collègues comme Jeremy McClancy en Grande-Bretagne, comment la campagne française, en quelque sorte, ça incarne un paradis culinaire, un monde paysan, quelque chose qui finalement est recherché par les élites, et puis aussi les touristes, et puis les urbains, en fait, qui ont aussi considérablement influé sur la manière dont le vin a été représenté. Et on voit bien comment la campagne sur laquelle j'ai travaillé, elle est considérée comme naturelle, monoculturelle, blanche, immuable en quelque sorte. Et je vois bien que l'historienne Anne-Marie Thiès, que je vous conseille de lire pour ceux qui travaillent sur les questions de patrimonialisation, elle montre comment les terroirs, les cuisines régionales, en fait, ont participé à la construction idéologique et nationaliste de la France, même jusqu'à aujourd'hui encore. Donc vous voyez qu'il y a un impensé, mais un impensable aussi. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire c'est impensable finalement d'intégrer ces questions, je dirais, de présence, je dirais, marocaine, algérienne ou tunisienne dans ces territoires. Et donc, pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement parce que dans les imaginaires de mes compatriotes à Sainte-Foy-la-Grande, eh bien, il y a l'idée de l'arabe qui serait associé aux banlieues, au terrorisme, et donc, et en même temps, c'est une main-d'œuvre interchangeable, considérée comme de passage, payée à bas coût, et qui finalement est construite en extériorité. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces zones-là incarnent des territoires en fait, qui sont considérés comme étant aujourd'hui les plus pauvres d'Aquitaine. La ville sur laquelle j'ai travaillé, Sainte-Foy-la-Grande, est la ville la plus pauvre de Nouvelle-Aquitaine.
Donc en fait, il m'a semblé important de dépasser les discours pour finalement travailler cette question du patrimoine viticole bordelais, qui jusque-là donc s'est construit uniquement sur un passé chrétien et blanc, et d'aller justement voir comment finalement cette question d'un nous alimentaire, d'un nous viticole, vous voyez, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que c'est si authentique que ça? Est-ce que c'est si monolithique que ça? Et finalement, j'ai essayé de prendre le contre-pied de cette thèse et j'ai interrogé la place des restauratrices qui se disent marocaines dans le processus de patrimonialisation de ces territoires. Parce que finalement, je me suis dit, les processus de patrimonialisation ne sont pas que l'apanage des majoritaires ou de ceux qui se considèrent comme établis. Il y en a d'autres qui se considèrent comme établis. Et donc, c'est ces enfants marocains qui se sont installés là, qui aujourd'hui ont la quarantaine. Vous avez pu le voir dans le film, hein, avec Khadija. Et donc, j'ai voulu travailler à un contre-pied pour justement travailler la question des ethnoscapes, que vous connaissez peut-être, cet anthropologue américain qui s'appelle Arjun Appadurai, et qui montre en fait finalement que l'ethnoscape, c'est finalement un paysage d'individus qui fabriquent un monde changeant, fait de touristes, d'émigrants, de réfugiés, d'exilés, de travailleurs, etc., qui se déplacent et qui finalement participent à la construction de ces ethnoscapes qui circulent de manière globale. Et donc, ce que j'ai voulu donc vous montrer finalement à travers l'exemple de 2 restaurants, l'un qui s'appelle les 5 Saveurs, qui est fermé aujourd'hui, mais donc vous l'avez vu dans le film, il est situé à Duras, et un autre qui s'appelle Arabesque, qui est... Ah bon? J'ai beau appuyer. Ah d'accord, là c'est bon, alors parce que là... Là, j'ai dit sur... c'est bon? On y est là? Ok. Donc, en fait, je voulais vous donner l'exemple de 2 femmes dont les parents étaient ouvriers et ouvrières agricoles et qui se sont installées dans la région. Donc, l'une qui a un restaurant qui s'appelait les 5 Saveurs et l'autre Arabesque. Donc, une qui est plutôt en 47 dans le Lot-et-Garonne et l'autre près de Saint-Émilion. Vous allez voir donc sur son dépliant, c'est très intéressant puisqu'en fait ce monde viticole est représenté totalement revisité par le restaurant qui s'appelle Arabesque, vous voyez bien, qui est situé donc entre Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande. Et donc ce qui était intéressant, c'est, vous voyez là dans le verbatim, Naïma, elle dit... donc Naïma, elle est mère de 2 enfants, c'est elle qui tient donc Arabesque. Elle dit « La cuisine, c'est le plaisir de proposer de nouvelles formules, une cuisine marocaine traditionnelle et revisiter avec ses odeurs, son ambiance, mais aussi ses plats à la française, où se mêlent épices et couleurs orientales. Cela donne des tagines créatifs, le traditionnel couscous et pâtisseries orientales et autres desserts ou gourmandises apéritifs classiques que j'ai appris à l'école d'hôtellerie. » Sadia, qui dit « C'est une cuisine fusion que nous proposons, mélanger des épices marocaines et du terroir local. Mélanger est une évidence pour moi qui ai vécu dans les champs de vigne. J'ai tout appris de la cuisine traditionnelle d'ici et de là, ça m'a beaucoup apporté. Je peux donc proposer magret foie gras ainsi que des tagines et du couscous terroir. Mais ce n'est pas tout, mon projet serait de pouvoir proposer 5 plats différents du monde entier afin que chacun puisse s'y retrouver. La cuisine permet de découvrir d'autres personnes et de s'enrichir mutuellement. » Donc vous voyez bien que... vous ne le voyez pas, ça ? Donc ça, c'était Arabesque sur la carte. Et puis ça, c'est donc les verbatims que je viens de vous lire. Et donc, en fait, on voit bien comment, que le Maroc est transposé en Nouvelle-Aquitaine par le global. C'est une France rurale et cosmopolite qui est mise en avant. Les cuisines du Maroc sont transposées dans les vignes, combinées aux produits traditionnels et régionaux du sud-ouest. Et donc, on voit par exemple ici Arabesque avec Naïma, vous ne voyez pas, qui en fait propose à Saint-Émilion ses produits. Donc c'est je dirais une influence orientale, rurale et chic. Vous voyez même la manière dont elle se présente avec sa tenue de chef. Donc ça c'est vraiment... voilà, elle propose des briques au foie gras. Et elle m'a dit qu'elle avait osé faire des briques au foie gras. Elle n'était pas sûre que ça soit accepté localement, de quelle marocaine elle manie le foie gras.
Est-ce que ça serait reconnu, vous voyez? Donc elle fait du pain maison, elle vend ça sur le marché à Sainte-Foy-la-Grande aussi. Et puis vous avez donc, on voit donc dans le restaurant arabesque les décors qui articulent des signes qu'on peut dire orientaux et français, et puis qui va aussi être lié à l'histoire de cette personne, à sa subjectivité avec la proximité avec Saint-Émilion. Et donc les 5 saveurs, ça c'est Sadia. Alors Sadia, elle, vous voyez, elle a des articles dans les journaux locaux où elle travaille pour l'EHPAD, elle travaille pour une épicerie sociale et solidaire, elle travaille avec Georges Lain à faire des confitures au confiturier de Beaupuy. Enfin, elle est vraiment dans une logique d'enracinement local, mais d'un point de vue plus, je dirais, de travailleur social presque. Et donc elle fait je dirais des commerces de proximité. Son épicerie vend des produits du terroir du Maroc, mais aussi du Lot-et-Garonne, mais en même temps, elle permet aussi aux personnes âgées de ce territoire de pouvoir avoir accès à son épicerie, sinon ce serait fermé. Donc en fait, Sadia, elle ancre son activité dans, je dirais, le local, quoi, comme vous pouvez voir là. Donc, on la voit sur les marchés. Et on voit comment elle est dans la maison de retraite de Duras et comment elle organise des repas avec les personnes âgées. Et donc, on voit qu'elle ancre son activité dans ce qu'elle appelle le terroir du Lot-et-Garonne. Et d'ailleurs, elle parle de son couscous comme étant un couscous terroir. Pour justifier son ancrage rural, elle m'énonce tous les producteurs locaux qui vont nourrir en fait son couscous terroir. Elle s'approvisionne en viande, en légumes, et elle dit allez voir mes producteurs, vous verrez vous-même d'où ça vient. Et comme pour renforcer son enracinement local, en fait, elle me dit que sa viande n'est pas halal et qu'elle vient d'un boucher du coin. Et donc, elle essaye de valoriser en fait son couscous dans le Lot-et-Garonne, quoi. Et donc, on voit que cette économie rurale va de pair avec l'arrivée en campagne de populations désœuvrées des grandes villes du fait de loyers peu élevés. Donc, elle se retrouve, contrairement à Naïma, qui est proche de Saint-Émilion, dans une logique beaucoup plus d'action sociale, en fait, sur le territoire. Et donc, pour terminer sur cette histoire-là, je me suis dit que peut-être ces 2 chefs renvoient à des mobilisations directement liées à leur ancrage local. Donc là, on est bien dans des processus d'analyse, des processus d'hybridation culturelle propres à l'anthropologie, puisqu'on voit bien qu'elles ont un héritage commun, une place sociale commune, mais que finalement, c'est du fait de leur ancrage local, pourtant qui est quasiment voisin, il y a 20 km d'écart entre les 2 territoires, et chacune, en fonction de son histoire, en fonction de la proximité locale, va finalement participer à une création patrimoniale, interactive, locale, où on voit comment elles sont prises dans des relations interethniques hiérarchisées, mais aussi dans un racisme qui est très présent encore sur ce territoire. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que sur ce territoire, il y a un empartage viticole. Alors au début, j'avais utilisé l'expression de Laurence Thibert en commun, et je pense qu'en partage, on est plus près de la réalité, puisqu'on n'en est pas encore au commun, je ne crois pas, comme à l'île de la Réunion. Ça va venir, mais on n'y est pas encore. Et en fait, je me dis que finalement, ce sont les femmes sur ce territoire qui agissent pour créer de la patrimonialisation à la fois marocaine et à la fois locale. Et donc, en fait, on voit Naïma, par exemple, qu'elle, par son réseau scolaire et universitaire, parce que Naïma, elle a fait une licence de sociologie avant de faire un CAP cuisine, et que donc elle a rejoint un collectif paysan de jardiniers, de vignerons alternatifs et anarchistes sur le territoire, où en fait elle s'est rapprochée de ces mouvements d'agriculture alternative pour s'ancrer encore plus sur le territoire, et elle participe à des initiatives locales contre la grande distribution en participant à des marchés paysans, en participant à des circuits courts et notamment aussi en luttant pour une meilleure alimentation pour les plus précaires. Et elle a été aussi se former au Maroc dans à Fès, par exemple, ou chez sa tante qui a une pâtisserie à Rabat, pour finalement éveiller la conscience locale de la présence marocaine de ses parents. Et donc, elle a fait tout un travail ethnographique de recueil de recettes de sa mère, parce que sa mère ne sait pas écrire, donc elle a recueilli oralement, donc c'était très compliqué de recueillir les recettes de sa mère. Quand elle lui demandait le grammage, etc., la mère lui disait un peu comme ci, un peu comme ça, etc. Donc elle a voulu, en quelque sorte, pouvoir valoriser, selon les codes de la cuisine française, la cuisine de sa mère.
Et donc on voit comment, par ce collectif, par ce recueil de recettes, Naïma finalement mobilise la mémoire collective de ces ouvriers agricoles. Elle les enracine en quelque part, elle les légitime par la gastronomie et par la patrimonialisation en fait, comme comment elle s'appelle, Sadia, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, participe au confituriat de Beaupuy avec Georgelin. Vous devez connaître Georgelin, les produits Georgelin, la pâte à tartiner Georgelin, la confiture Georgelin qui vient du Lot-et-Garonne. Et en fait, elle valorise aussi le savoir-faire de sa mère que finalement elle a recueilli elle aussi pour faire des confitures et pour faire des nouveaux produits qui vont être vendus localement. Et donc on voit comment il y a une forme de citoyenneté qui s'exprime par la cuisine, par, je dirais, la valorisation des savoirs de ces. Alors on n'est pas encore à la valorisation des savoirs viticoles. Hein. Là on a fait un pas de côté par une valorisation patrimoniale des cuisines en fait des parents en fait. Et donc, en fait, on voit bien comment, pour terminer, il y a finalement une émancipation qui, finalement, se réalise par la valorisation des savoir-faire familiaux, mais aussi une valorisation qui est possible par la globalisation, puisqu'en fait, le Maroc fait partie des grandes cuisines au niveau international. Et donc, ce passage par le Maroc, leur formation au Maroc, la valorisation des épices, des savoir-faire, des tours de main, etc., s'hybride en quelque sorte avec le savoir-faire de ses parents qui habitent encore ces territoires. La plupart sont encore là, ils ne sont pas du tout partis au Maroc. Et donc, il permet de valoriser localement leur savoir-faire. Alors, il me reste peu de temps. Je pense que ça va être compliqué. 5 minutes, ouais. Parce que j'avais envie de vous parler quand même rapidement. Donc ça, c'était la partie, je dirais, des migrants, je dirais, qui sont plutôt dans des postures de domination et d'invisibilisation. Et je voulais vous parler juste rapidement d'une enquête qui est finalement encore un peu en cours. Juste pour vous donner envie de lire mes articles, le seul article que j'ai rédigé sur les Chinois dans les vignes. Et juste vous dire que en fait, ça m'a intéressée, je me suis toujours souciée en tant que scientifique d'aller voir comment ces processus d'hybridation culturelle s'effectuaient du haut et du bas. J'ai travaillé, vous avez entendu ce que disait Daniel, sur les élites malgaches qui migraient entre Bordeaux et Tananarive. Ça m'a toujours intéressé de voir sur des populations sur lesquelles il n'y a aucun enjeu politique ni de crispation, de voir comment ça se passe, ces processus classiques de l'anthropologie. Hein. Et donc là, j'ai dans cette même région, travaillé sur, à partir de cette enquête, elle est née à partir de 7 photographies qui étaient présentes à Mérignac, à l'aéroport de Bordeaux. Et j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est plus du tout les codes habituels de valorisation du monde bordelais. D'habitude, on est plutôt sur des couleurs bordeaux, on parle jamais des ouvriers agricoles. Et puis, il y avait aussi, vous avez vu, il y a un Pégase là-haut avec des signes chinois, vous les voyez ? Et de là est partie mon enquête. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'aille rencontrer ces gens. Qui sont-ils ? Et en fait aussi parce que moi, je croisais sur ma route, puisque j'habite ce territoire sur lequel je travaille, des Chinois. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est vrai cette rumeur que les Chinois rachètent des propriétés dans notre territoire ? Et donc, ça a été 50 terrains. Ça a été compliqué parce que le chinois... Autant l'arabe, je commençais à comprendre, le chinois, bon, voilà. Et les chinoises qui achètent des propriétés, les chinois parlent absolument pas anglais non plus. Donc ça a été assez long et ça s'est passé beaucoup par les corps, etc. Et donc, je me suis intéressée donc, à cette mise en scène du vin de Bordeaux, donc avec le bio, les Françaises, Jacqueline Chabot et Sophie Corr, avec des noms bien français. Et je me suis demandé quelle place elles occupaient en fait dans cette mise en scène. Et donc là, eh bien, je suis allée donc, sur le terrain et j'ai refait cette ethnographie à domicile. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai découvert encore autrement complètement mon territoire. C'est-à-dire que là, je me suis aperçue que en fait, mon territoire était jalonné de châteaux
que je ne les voyais pas en fait, ces châteaux, mais que c'est ces Chinois qui les ont valorisés, qui les ont remis au goût du jour. Et ces châteaux, ils datent du Moyen-Âge, ou ils datent du XVIe, puis après de la Révolution française, etc. Et donc, je me suis aperçue que finalement, ces Chinois ont tout fait pour mettre en scène ces châteaux. Ils les ont rénovés, ils les ont mis sur leurs dépliants, et ils sont même venus me chercher pour que je raconte l'histoire de ces châteaux, pour qu'on puisse les mettre sur les sites internet en Chine, puisqu'il y avait 2 sites internet, un site internet pour les Chinois en Chine et un site internet pour les clients européens. Et donc moi, je me suis retrouvée, j'étais un peu l'arroseur arrosé. Une des Chinoises avec qui je faisais beaucoup de terrain m'a appelé un jour, elle m'a dit « il faut absolument que tu viennes, j'ai des choses à se dire ». Je me suis dit « super », j'ai pris mon enregistreur et tout ça. Et en fait, j'avais 6 Chinois qui étaient autour de moi et il y avait un traducteur anglais et qui en fait me demandait « bon alors, c'est quoi l'histoire du château dans lequel on est ? Pourquoi il y a 2 pins parasols ? Qu'est-ce que c'était la place des protestants dans cette histoire ?» Et donc, toute cette histoire que je leur ai racontée, puisque je la connaissais aussi, puisque ça fait longtemps que je travaille, elle se retrouvait sur les sites internet. Donc, c'est un peu de leur propriété. Et donc, je voulais juste vous donner à voir que, en fait, vous voyez les 2 propriétaires, Madame Yu, là-bas, que je connais très bien, qui est devenue une amie, qui est complètement en haut à droite, qui a dans les mains le vin du propriétaire à qui elle a acheté, qui s'appelle Les Temps Modernes, puisque ça s'appelle Les Chapelains, sa propriété, et lui, il s'appelle Charlot, donc il a appelé un de ses vins Les Temps Modernes, et pour elle, en fait, le monde rural, ça incarne la modernité. Au début, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris ensuite que pour les Chinois, en fait, ils sont en retard avec leur modernité, leur pollution, et que c'est nous qui sommes en avance avec nos produits du terroir, avec notre valorisation du monde de la campagne, etc. Et en bas, vous avez Madame Hui, qui, elle, est hongkongaise et qui, elle aussi, a racheté une propriété. Et donc là, on voit comment les Chinois... Et vous avez aussi des Américains et des Néo-Zélandais qui sont présents sur ces photos. Et ce territoire, en fait, est en ce moment racheté par des étrangers qui, en fait, viennent acheter ces propriétés parce que c'est inachetable à Saint-Émilion et dans le Médoc. Et donc, en fait, ils se retrouvent à acheter aussi ces propriétés qui ne sont pas vendables pour ces gens qui arrivent à la retraite parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Leurs enfants ne peuvent pas reprendre. Et donc, ils se retrouvent dans les mains d'Américains, de Britanniques et de Chinois. Donc, vous voyez, il y a la migration par le bas et la migration par le haut. Et c'est ça que je voulais aussi vous dire, que ce n'est pas monolithique, ce n'est pas que dans un sens, en fait. Et donc, on voit bien que c'est un groupe minoritaire culturellement, qui a un statut social privilégié. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ça se passe pour les salariés français quand le patron est étranger. Donc, en fait, j'ai fait de la mise en bouteille, j'ai travaillé dans les vignes. Pendant le Covid, j'ai mis les bouteilles, je les ai enveloppées, elles partaient en Chine. Et tous les gens qui travaillaient pour les Chinois, là, pour le coup, ils étaient ravis parce que, ils arrivaient à vendre leur vin en Chine pendant le Covid. Et donc, moi, j'ai participé la nuit. Il y avait des propriétaires chinois qui nous disaient il faut venir absolument empaqueter, il y a le camion qui arrive. Et donc, il y a pas mal de propriétés dans le coin qui ont survécu grâce à la présence chinoise. Donc, vous voyez qu'il y a un sentiment très ambigu par rapport à cette présence-là. Et donc ça, je voulais quand même vous le montrer. La dame de Hong Kong, elle a acheté ce château. On dirait un château de Harry Potter. Et en fait, il y a des petits bouddhas à différents endroits. Il y a un mois, j'étais à la fête de la Lune. Donc les propriétés viticoles de la région sont totalement transformées avec des danses, des repas, des tenues. Les gens sont en tenue traditionnelle chinoise, etc., avec de la musique, etc., des danses, etc. Et donc toutes ces propriétés sont, je dirais, aux couleurs de la Chine pendant la fête de la Lune, qui, je suppose, va devenir patrimoniale dans pas longtemps. Peut-être avant le couscous marocain. En fait, ce que je voulais juste vous dire aussi là-dessus, c'est que je pense que cette installation chinoise, elle n'est pas arrivée par hasard. Et ce que j'ai découvert finalement, c'est que la Chambre d'agriculture de Bordeaux a tout mis en œuvre pour faciliter l'installation de ces Chinois. Il y a eu comme un pari chinois, 30% de la production viticole de Bordeaux part en Chine. Et donc il y a eu tout des responsables techniques, le président du CIVB, qui ont travaillé avec M. P, qui a racheté 25 châteaux autour de chez moi. Et donc, vous avez aussi dû entendre parler de ces propriétaires qui disparaissent
de ces Chinois qui finalement ne sont plus présents parce qu'il y a des problèmes avec le pouvoir central. Et donc même Jack Ma de Alibaba a disparu. Hein, il avait acheté une propriété à côté de Saint-Émilion et il avait critiqué le président Xi Jinping parce qu'il considérait qu'il n'était pas assez rapide dans les actions commerciales. Et donc il a disparu de la scène bordelaise pendant un moment. Bon, il a réapparu là, mais en tous les cas, vous voyez bien que là encore, il y a migration, mais il y a aussi globalisation et il y a aussi patrimonialisation. Je pense qu'on doit pouvoir penser tout ça ensemble et pouvoir l'interroger dans la fabrique des territoires qui peuvent paraître monolithiques au premier regard, mais qui en fait sont faits de complexité et d'héritages multiples. Et c'est passionnant, en fait. Oui, bon, vous voyez, il y a une association viticole franco-chinoise qui s'est montée. Et donc avec une facilitation pour les papiers, parce que les Chinois, eux aussi, sont confrontés à ces questions de papier. Par exemple, Madame Roux, que je suis depuis longtemps, elle ne peut pas rentrer parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas revenir. Parce qu'en fait, alors qu'elle est propriétaire du château, en fait, la législation française ne lui permet pas de revenir. Donc, vous voyez, c'est aussi très intéressant de voir à tous les niveaux comment la question de l'accès au territoire et à l'Europe ne se fait pas aussi facilement que ça. Et puis... en fait, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que finalement, ces Chinois deviennent en quelque sorte des gardiens de la tradition bordelaise, et notamment avec les œnologues, les maîtres de chais, les ouvriers, les femmes qui sont installées, parce qu'il y a vraiment une question de genre très forte sur cette installation en Bordelais. Souvent, les femmes s'installent, habitent les châteaux, alors que les hommes viennent de temps en temps faire une fête, occuper les châteaux avec, je dirais, des tenues Chanel, ils s'habillent très chic, etc. Des meubles aussi qu'ils récupèrent chez les antiquaires à Londres ou à Paris avec des dragons. Il y a comme une quête de recherche aussi de cette histoire chinoise d'avant le communisme et qui se permettent de faire dans leur château en France. Et donc, on voit que les femmes, elles sont plus dans une installation. Et c'est aussi souvent avec des femmes françaises qu'elles travaillent à fabriquer un nouveau goût, une nouvelle, je dirais, production viticole. Et donc, entre le cépage qui va être situé à tel endroit, au bord de la Dordogne, mais qui est au soleil, etc., mais qui va permettre d'être mélangé avec le Malbec, parce qu'il y a un réchauffement climatique, et qui correspond au goût chinois. Donc, en fait, j'ai participé, si vous voulez, à cette circulation de fioles de tests de vin, fabriqués entre les femmes chinoises qui sont propriétaires là, qui goûtent le vin avec les œnologues et les maîtres de chais, qui disent ça c'est bon, ça peut partir en Chine, qui est goûté en Chine, ça revient et ça devient une production pour les années à venir, pour un propriétaire ou pour un acheteur chinois qui a goûté le vin qui a circulé dans les avions au moment du Covid, par exemple. Donc en fait, finalement, les Chinoises et les maîtres de chais et les œnologues français deviennent en quelque sorte les gardiens de la tradition et qui fabriquent en quelque sorte une authenticité française. Et c'est pour ça que les ouvrières françaises étaient annoncées sur l'affiche de Mérignac, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, les Français que j'ai suivis vont dans les salons du vin à Shanghai ou à Hong Kong et ils incarnent en fait le paysan français, l'authenticité viticole française, même s'ils ne parlent pas un mot de chinois. En quelque sorte, ils viennent surtout parce qu'il y a eu des problèmes de vin frelaté en Chine. Et donc, la présence française sur les festivals, etc., atteste de la qualité, en fait, de l'authenticité française et de la qualité du vin. Donc certains ne veulent pas y aller d'ailleurs, parce qu'ils disent moi je ne suis pas un indigène, il ne faut pas aller faire un tour en Chine juste pour incarner l'image de la France. Bref, ça voilà. Et donc en fait, ce à quoi j'ai assisté, c'est aussi à la mise en bouteille et à la fabrique d'une bouteille longue et efféminée avec une étoile jaune dessus. Et donc Solange, qui est maître de chais, elle dit bon ben voilà, on va appeler le vin waouh, ça fait chinois. Et la propriétaire lui dit non, on va l'appeler étincelle précieuse. Et on voit comment en fait se co-fabrique entre ce que l'œnologue et les maîtres de chais français s'imaginent être, je dirais, les marqueurs culturels chinois, ce que la chinoise leur renvoie, etc. Et donc on voit comment on est en pleine anthropologie, en plein processus d'hybridation culturelle, dans cette fabrique du goût, du marketing, des sites internet,
mais aussi beaucoup plus profondément, figurez-vous, l'amitié. L'affection que ces femmes se portent, puisqu'en fait, elles travaillent ensemble depuis 10 ans, 12 ans. Et moi-même, maintenant, je fais partie de ce réseau-là, puisque je suis invitée à la Fête de la Lune, je suis invitée en Chine. Et en fait, on voit comment ça dépasse aussi, finalement, les questions économiques, et que l'économie est aussi faite symbolique, d'émotionnel et d'affectif. Et voilà donc Solange qui invente un vin de Sainte-Foy de Bordeaux pour le marché chinois. Et donc on est entre pragmatisme et imaginaire, comme vous pouvez le voir. Et donc en fait on voit que se pencher au quotidien sur les relations entre investisseurs chinois et salariés français, à la marge d'un territoire, vous avez bien compris que Sainte-Foy-la-Grande, ce n'est pas Saint-Émilion ni le Médoc, hein, mais que dans ces territoires se passent aussi des choses, et que même malgré ce monde viticole appauvri, donc le plus pauvre, la ville de Sainte-Foy-la-Grande est la plus pauvre d'Aquitaine, hein, eh bien il y a quelque chose qui permet de voir en quoi finalement ce territoire qui possède la marque de Bordeaux et de nombreux hectares, puisqu'en fait c'est des propriétés avec de nombreux hectares, eh bien ça permet de créer un nouveau vin de Bordeaux qui est destiné à la Chine. Voilà, je vous remercie pour votre attention.